Nigeria, l'armée sécurise désormais la base locale des Nations Unies attaquée par des djihadistes. L'assaut du groupe lié à l'État islamique a eu lieu à Dikwa. Les précisions sont à suivre. Au Sénégal, le député Ousmane Sonko attendu devant le juge d'instruction. L'opposant poursuivi pour viol présumé doit répondre aux questions des magistrats. C'est ce qu'indiquent ses avocats. Et puis l'affaire Jamal Khashoggi, du nom du journaliste saoudien assassiné, est loin de se refermer. Reporters sans frontières veut porter plainte en Allemagne pour crimes contre l'humanité. Dans son viseur, le prince héritier Mohammed Ben Salman. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Nigeria, des soldats sont déjà sur place à Dikwa pour sécuriser le centre humanitaire de la base locale des Nations Unies attaquée dans la nuit de ce lundi par des djihadistes du groupe État islamique. Une attaque, faut-il rappeler, qui a été donc condamnée par les Nations Unies. Un reportage. Les cibles des djihadistes sont une base locale des Nations Unies et un centre humanitaire à Dikwa, ville située à 90 km de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, qui abrite plus de 130 000 personnes, dont 75 000 ont déjà fui d'autres parties de la région et vivent dans des camps où ils dépendent des distributions de nourriture des organismes d'aide. Les Nations Unies ont condamné avec fermeté cette attaque. L'attaque a commencé hier soir, selon Edward Callon, le coordonnateur humanitaire de l'ONU au Nigeria, dans un communiqué. Dans ce communiqué, l'ONU parle d'un groupe armé non étatique à l'origine de cette violente attaque durant laquelle plusieurs installations humanitaires ont été directement ciblées. Lundi soir, des sources militaires humanitaires avaient affirmé à l'AFP que l'attaque avait été perpétrée par des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Ces sources avaient également affirmé que 25 travailleurs humanitaires étaient bloqués à l'intérieur de ce site. On ne connaît pour l'heure pas la nationalité de ces employés. Le gouvernement nigérian et l'armée n'avaient pas encore réagi. Edward Callon précise que cette violente attaque affectera le soutien apporté à près de 100 000 personnes qui ont désespérément besoin d'une aide humanitaire. Le nord-est du Nigeria est en proie à un conflit meurtrier depuis 2009 et le lancement d'attaques par les islamistes de Boko Haram. Et on reste toujours au Nigeria où des centaines d'adolescentes enlevées vendredi dernier dans leur pensionnat dans le nord-ouest du pays ont été libérées et se trouvaient donc ce mardi matin au siège du gouvernement de Zamfara. C'est le gouverneur en personne qui a fait cette annonce. Les traits du visage tirés par la fatigue, les jeunes filles sont arrivées très tôt mardi matin au siège du gouvernement à Gusau, la capitale de Zamfara, dans plusieurs minibus. Le nombre total de filles enlevées dans l'école est de 279. Elles sont toutes ici avec nous. On remercie Allah, a déclaré le gouverneur de Zamfara, tout heureux. Les autorités les ont réunies dans un auditorium où des vêtements propres, dont un hijab bleu ciel, leur ont été distribués. Les autorités avaient initialement affirmé que 317 jeunes filles manquaient à l'appel après l'attaque de ce pensionnat dans l'état de Zamfara dans la nuit du jeudi à vendredi par des hommes armés. Un soulagement pour ces nombreuses familles qui étaient dans le désespoir depuis l'annonce de leur enlèvement. Certains, en colère, ont attaqué vendredi un convoi officiel voulant se rendre sur les lieux, blessant grièvement un journaliste local. Ces derniers mois, les écoles semblent être devenues une cible lucrative pour ces gangs criminels. L'enlèvement de masse de vendredi était le 4e en moins de 3 mois dans le nord-ouest du Nigeria. Les autorités de Zamfara ont pris l'habitude de négocier avec les bandits des accords d'amnistie en échange de la remise de leurs armes. L'autre inquiétude est que la multiplication de ces kidnappings n'aggrave encore la déscolarisation, particulièrement des filles dans cette région qui compte déjà le plus grand nombre d'enfants n'allant pas à l'école au Nigeria, selon l'ICG. Au Niger, l'histoire se répète pour l'opposant Hama Amadou. Il a été conduit lundi soir à la prison après 3 jours de garde à vue pour son rôle présumé dans les troubles ayant suivi la proclamation des résultats de la présidentielle, le second tour. Il s'était lui-même présenté vendredi dernier à la police de Niamey, la capitale.
L'opposant Ama Amadou a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Filengue à Niamey sous beaucoup de chefs d'accusation, dont sa complicité dans des manifestations et destruction de biens selon les services du procureur. Ama Amadou, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, est également accusé de propagande régionaliste et de propos de nature adressés les gens les uns contre les autres. L'opposant s'était présenté de lui-même vendredi à la police de Niamey où il a passé 3 jours en garde à vue avant d'être emprisonné sous décision du doyen des juges d'instruction chargé de son dossier. Le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Hada, l'avait accusé la veille d'être le principal auteur des troubles ayant éclaté à Niamey après l'annonce le 23 février par la Commission électorale nationale indépendante CENI de l'élection de Mohamed Bazoum au second tour de la présidentielle. Ces troubles ont fait 2 morts, entraîné des pillages de commerce, des destructions d'infrastructures et de biens privés et ont conduit à l'interpellation de 468 personnes, selon le ministre de l'Intérieur. Lundi, la coalition de l'opposition CAP 2021 et ses alliés ont annoncé leur détermination à défendre la victoire de l'opposant Mahaman Ousmane par tous les moyens de droit. Elle exige la libération sans condition des personnes interpellées, dont Ama Amadou. Et au Sénégal, le député opposant Ousmane Sonko, devant les juges d'instruction, il est convoqué ce mercredi pour répondre aux questions des magistrats dans une affaire de viol présumé dont est accusée cette figure de l'opposition. C'est ce qu'ont donc indiqué ses avocats. Cette convocation au tribunal fait suite à la levée de l'immunité d'Ousmane Sonko par le Parlement à la demande du juge la semaine passée. Ousmane Sonko, arrivé 3e de la présidentielle de 2019, a déclaré qu'il ne se rendrait pas à la convocation avant que celle-ci ne se confirme. Deux de ses avocats, Demba Ciré Batili et Étienne Ndione, ont fait état de la convocation de leurs clients devant un juge d'instruction dans des échanges téléphoniques avec un journaliste de l'agence France-Presse. Ils n'ont pas dit si Sonko persistait dans ce refus maintenant que la convocation était effective. Cette affaire provoque de vives tensions depuis début février. Le parti de Sonko a dénoncé lundi l'arrestation en un mois de près de 80 personnes, de jeunes sympathisants, des activistes connus comme Hassan Diouf, Clédor Sène et Guy Marius Sagna et, dernièrement, 17 femmes qui entendaient manifester en sa faveur vendredi. Les autorités ont déployé d'importants effectifs de police à Dakar pour parer à d'éventuelles manifestations. Ousmane Sonko, 46 ans, a fait l'objet début février d'une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. Il nie ces accusations écrites au complot, ourdies selon lui par le président Macky Sall lui-même pour l'écarter de la prochaine présidentielle en 2024. Le président sénégalais a démenti avoir quoi que ce soit à voir avec les ennuis du député. Et puis au Ghana, la campagne de vaccination contre le coronavirus a démarré. C'est le vaccin COVAX qui est donc injecté aux différents citoyens. Ce vaccin a donc trouvé son premier hôte et c'est le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui devient donc la première personnalité dans le monde à recevoir son injection, notamment contre le coronavirus. C'est un vaccin financé par COVAX, le dispositif onusien, qui vise à permettre aux pays à faible revenu d'en avoir. Nana Akufo-Addo, âgé de 76 ans, et dont le pays a reçu la première livraison mondiale de vaccins COVAX mercredi dernier, a reçu une première injection de vaccin Oxford AstraZeneca. Les images de cette historique injection ont été diffusées en direct par la télévision nationale ghanéenne. Il est important que je donne l'exemple et montre que ce vaccin est sûr en étant la première personne à le recevoir afin que tout le monde au Ghana se sente à l'aise de se faire vacciner, a déclaré le chef de l'État dans un discours. Le système COVAX vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants, mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux précieuses doses. Il a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des doses de vaccins qui sont encore fabriquées en quantité trop réduite pour répondre à la demande mondiale. Fondée par l'OMS, l'Alliance du vaccin Gavi et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies CEPI, COVAX a conclu des accords avec des fabricants
pour 2 milliards de doses en 2021 et a la possibilité d'en acheter 1 autre milliard. Le Ghana est devenu mercredi la première nation dans le monde à recevoir des doses de vaccins financées par cette initiative. Ce pays anglophone ouest-africain a enregistré 84 023 cas de coronavirus, dont 607 morts. Mais ces chiffres sont sous-évalués, comme dans de nombreux pays africains, où le nombre de tests réalisés reste faible. Reporters sans frontières a annoncé ce mardi le dépôt d'une plainte en Allemagne pour crimes contre l'humanité visant notamment le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, en abrégé MBS. L'ONG dénonce notamment sa responsabilité dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et l'emprisonnement d'une trentaine de ses confrères. Déposé lundi auprès du procureur général de la Cour fédérale de justice en raison de sa compétence sur les principaux crimes internationaux, la plainte porte sur la persécution généralisée et systématique des journalistes en Arabie saoudite et cible, outre le prince héritier, 4 autres hauts responsables saoudiens, a précisé RSF dans un communiqué. Aux côtés du dirigeant de facto du royaume, soupçonné d'avoir directement commandité l'assassinat de Jamal Khashoggi, RSF attaque ainsi son ex-proche conseiller Saoud Al-Qahtani, l'ancien directeur adjoint du renseignement Ahmed Al-Assiri, mais aussi Mohamed Al-Otaibi, ancien consul général à Istanbul, et Maher Moutreb, officier du renseignement à la tête de l'équipe qui a torturé et tué le chroniqueur de Washington Post. Consulté par l'AFP, la plainte inédite également déposée contre X détaille par ailleurs les exactions commises contre 34 journalistes emprisonnés dans le royaume, dont 33 sont toujours en détention, à l'instar du blogueur Raif Badawi. Torture, violence et coercition sexuelle, disparition forcée, privation illégale de liberté physique, face à ce qu'elle qualifie de crime contre l'humanité, l'ONG estime que le système judiciaire allemand s'avère le plus adapté en vertu de la compétence universelle appliquée outre-Rhin qui permet à un État de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, quelle que soit leur nationalité et l'endroit où ils ont été commis. Cette action par laquelle RSF espère l'ouverture d'une enquête, qui serait une première mondiale, survient quelques jours après la publication d'un rapport du renseignement américain estimant que MBS a validé l'opération visant à capturer ou tuer Jamal Khashoggi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.